Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 10e temps des minutes qualité du médico-social de Calirel Santé qu'on réalise aujourd'hui en partenariat avec l'Omedit Pays de la Loire qui animera une grande partie de ce MQMS. Un grand merci Fanny d'être parmi nous. Ouais. Donc Fanny Dacremont qui est pharmacien et qui coordonne l'Omedit Pays de la Loire, ainsi que Véronique Pouzet, chargée de mission à Calirel Santé. Merci, bonjour à tous. Et à distance, Marion Lucas, qui sera notamment le back-office sur le chat et la gestion technique de la plateforme. Marion, c'est bon pour toi? Tu nous entends bien? Oui, bonjour. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Alors, nous sommes ensemble pour 60 minutes. Pour parler d'une thématique qui est extrêmement importante et vu le nombre d'inscrits et de connectés, ça montre vraiment l'intérêt sur cette thématique qui est un fort enjeu de sécurisation autour de la gestion du risque médicamenteux dans les structures médico-sociales. Donc sur ce temps d'une heure, on verra plusieurs aspects au programme. À la fois de quoi on parle quand on parle de la gestion du risque médicamenteux, quel est le périmètre de cette thématique et en particulier dans les structures médico-sociales, puisque comme vous le savez, nos minutes qualité médico-sociale, c'est de faire le lien avec les attendus, en particulier du référentiel de la Haute Autorité de Santé pour les structures médico-sociales. Donc le lien sera fait avec les attendus de la HAS en termes de critères, mais aussi en modalité d'évaluation de la gestion du circuit du médicament au sein de vos structures. On vous a, en préalable de ce temps-là, dans la mesure où vous êtes extrêmement nombreux, on vous a sollicité pour nous faire remonter vos éventuelles questions. Donc, on a bien pris en compte, pour lequel des éléments de réponse seront abordés tout au long du webinaire. On a aussi quelques questions qui sont vraiment spécifiques au contexte de vos structures, pour lequel nous avons prévu avec l'Omedit Pays de la Loire de pouvoir faire des réponses structurées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, vous avez pu le remarquer, hein, vos micros sont fermés. Il n'empêche que vous pouvez toutefois communiquer avec nous. Et si vous avez des questions pour lesquelles on répondra peut-être pendant le webinaire ou dans la foire aux questions, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Nous reprendrons l'ensemble des questions à l'issue du webinaire. Nous n'aurons probablement pas le temps de faire un temps de questions-réponses, mais dans tous les cas, toutes les questions seront prises en compte. Ce webinaire est enregistré, donc vous avez dû tous avoir une petite notification de Zoom pour vous indiquer que c'était enregistré et il sera disponible sur le site internet de Calirel Santé, de l'Omedit et sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Fanny pour nous dire, dis-nous Fanny, la gestion du risque médicamenteux, de quoi parlons-nous? Bonjour à tous. Alors, quand on parle de risque médicamenteux, c'est le risque de survenue d'une erreur médicamenteuse. Donc, une erreur médicamenteuse, ça va englober donc tout ce qui est erreur de dose d'un médicament, erreur du médicament, erreur de patient, erreur sur la modalité d'administration, sur le moment d'administration et aussi sur l'omission d'un médicament. C'est aussi une erreur médicamenteuse. Donc, l'erreur médicamenteuse, je vous ai remis la définition. C'est une omission ou réalisation non intentionnelle d'un acte survenu au cours du processus de soins impliquant un médicament, qui peut être à l'origine d'un risque ou d'un événement indésirable pour le patient. Donc, l'erreur médicamenteuse, c'est bien la cause. Et derrière, il peut y avoir des conséquences telles que la iatrogénie médicamenteuse. Donc, c'est toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez l'homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de traitement. Et donc, quand on arrive à la iatrogénie médicamenteuse, on est dans le cadre d'un événement indésirable associé aux soins. Donc, quelques chiffres sur les erreurs médicamenteuses. Donc, on estime que en France, chaque année, il y a à peu près 3000 décès sur la route. Et par contre, les erreurs médicamenteuses, c'est 10 000 décès et 130 000 hospitalisations évitables liées au mésusage de médicaments. L'enquête ENIS2 en 2009 avait mis en avant que 32,9% des événements indésirables associés aux soins étaient liés à des médicaments
Et parmi eux, 51,2% étaient évitables et 54,5% avaient motivé une hospitalisation. Et sur des données plus récentes, on voit que les erreurs médicamenteuses sont la 3e cause de IGS sur les rapports de la HS depuis 2017. L'erreur principale, donc on retrouve majoritairement au niveau de l'erreur de dose, et au niveau du circuit du médicament, c'est principalement à l'étape d'administration, mais les erreurs peuvent avoir lieu sur l'ensemble du circuit. Et en général, quand on arrive à une erreur médicamenteuse, c'est toutes les étapes du circuit qui ont été à risque pour arriver à l'erreur. Donc, l'objectif dans la gestion du risque médicamenteux, c'est d'agir en amont pour prévenir les risques d'erreurs médicamenteuses et aussi d'avoir des solutions pour maîtriser leur impact quand elles arrivent malgré tout. Donc, au niveau du périmètre d'action, donc la prise en charge médicamenteuse des patients est basée donc, sur le circuit du médicament. Donc, le circuit du médicament, on est sur un processus qui est complexe et à risque. À risque, parce que les médicaments sont des produits à risque. Voilà, il y a les risques d'événements indésirables liés aux soins. C'est un circuit à risque parce qu'il y a aussi une multiplicité d'intervenants entre les médecins, pharmaciens, les infirmiers, les aides-soignants, toute personne qui intervient aussi, tout aidant, accompagnant qui intervient dans la prise en charge du patient. Et puis, il y a aussi de nombreuses interfaces, donc que ce soit entre l'établissement, la pharmacie, il peut y avoir aussi avec du domicile ou autre. Donc, il y a beaucoup d'interfaces et donc, il y a des enjeux autour de la continuité de la prise en charge médicamenteuse. Et puis, en plus, en médico-social, donc on est sur une population âgée ou une population handicapée. Et donc, c'est des populations qui sont plus à risque aussi face aux médicaments. Alors, concernant le circuit du médicament, alors de quoi parlons-nous quand on parle du circuit du médicament? C'est un ensemble d'étapes qui peuvent être faites donc, par différents professionnels et qui sont en perpétuelle continuité. Donc, on a tout d'abord l'étape de prescription qui est médicale. Après, on va avoir la dispensation au niveau de la pharmacie, le transport et le stockage des médicaments, la préparation des doses à administrer par l'infirmier si ça n'a pas été fait avant par la pharmacie, l'administration ou l'aide à la prise des médicaments, et enfin le suivi, la surveillance des médicaments et de leurs effets, et ce qui peut amener à une réévaluation de la prescription, une nouvelle prescription. Pour sécuriser le circuit du médicament, le fil conducteur, c'est la règle des 5 B. Donc, les 5 B, c'est ce que nous souhaitons atteindre au moment de l'administration du médicament, c'est-à-dire que le bon patient va recevoir le bon médicament à la bonne dose, au bon moment et selon la bonne voie d'administration. Donc, les enjeux, c'est prévenir les événements indésirables associés aux soins évitables, définir les rôles et responsabilités de chacun sur le circuit du médicament et aussi optimiser l'organisation du circuit du médicament pour pouvoir avoir le respect de cette règle des 5 B à toutes les étapes du circuit. Alors là, donc rapidement, j'avais remis des exemples d'actions en fait pour chaque risque en fait autour des 5 B. Donc, par exemple, le bon patient, médicament, et le risque, c'est que le médicament de la personne X soit donné à la personne Y. Donc, on va vérifier l'identité du patient à chaque étape. Et il faut aussi que tous les contenants de médicaments soient identifiables au nom du patient jusqu'à la prise du traitement. Donc là, vous pouvez retrouver sur le diaporama après pour différents risques, les risques et quelques pratiques qui peuvent être mises en place pour sécuriser le circuit. Donc là maintenant, je vais reprendre étape par étape les points clés autour de la sécurisation du circuit du médicament. Donc la première étape, c'est la prescription médicale. Donc c'est un acte médical réalisé par le médecin. La prescription doit être individuelle, écrite et nominative, en cours de validité et signée. Donc il n'y a pas de prescription orale possible, sauf vraiment pour les urgences vitales. Mais toute prescription, sinon, doit être écrite. Donc, il ne faut pas non plus retranscrire ou recopier la prescription sur un autre support, par exemple pour tracer l'administration, parce qu'il y a un risque d'erreur médicamenteuse si on a plusieurs supports.
Donc, on va privilégier le recours à un support unique de prescription et de traçabilité de l'administration. Donc, informatique si possible. Après, ça peut être du papier aussi, mais il faut que ce soit un support unique pour qu'il n'y ait pas de retranscription sur un autre support. Et donc, quand il y a une administration, toujours s'appuyer sur l'ordonnance et pas sur un autre support. Donc, au niveau des EHPAD, donc, il y a une liste préférentielle de médicaments qui va être définie par la commission de coordination gériatrique. Donc, cette liste préférentielle de médicaments va permettre aussi de faire un livret thérapeutique pour limiter le nombre de médicaments qui sont prescrits aux résidents et comme ça mieux les connaître aussi. On va préciser sur cette liste de médicaments, notamment si les médicaments peuvent être écrasés, les gélules peuvent être ouvertes, et aussi les conditions de conservation des formes orales buvables. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette liste réduite et d'utiliser ces médicaments-là où on a ces informations. Pour éviter le recours à des prescriptions orales, pour sécuriser les pratiques, donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place des protocoles anticipés. Donc, c'est des protocoles qui vont être rédigés donc, de façon pluriprofessionnelle sur des situations encadrées, donc, ce qui va permettre de pouvoir administrer des traitements à un patient dans certains cas. Donc, par exemple, en cas de douleur, en cas de fièvre. Et donc, ça a été vu en amont et donc, ça peut être comme ça être donné en fonction des besoins du patient. Et en cas de modification de prescription de nouveaux traitements, donc bien définir avec le médecin à partir de quand cette modification de prescription doit avoir lieu. Parce que je pense notamment aux établissements qui fonctionnent avec de la PDA, donc des doses qui sont déjà prêtes. Peut-être qu'un changement de traitement chronique peut être décalé au prochain renouvellement de la PDA pour éviter d'avoir à défaire des blisters. Donc ça, c'est à définir aussi avec le médecin par rapport à l'organisation de l'établissement. Toute prescription faite par téléphone mail doit être régularisée au plus vite sur le support de prescription. Et tout arrêt de traitement doit être prescrit par le médecin. Donc, après la prescription médicale, donc, il y a la dispensation donc, par la pharmacie. Donc, la dispensation comprend donc, 3 étapes: l'analyse pharmaceutique de la prescription, la dispensation du traitement en tant que tel et les informations de bon usage liées au traitement. Donc, au niveau de la dispensation, donc, il y a 2 solutions qui sont possibles, donc, soit en sachet nominatif au nom du patient, donc par boîte, et sinon, il peut y avoir une préparation des doses administrées, la PDA, qui est réalisée par la pharmacie. Pour la dispensation, donc, elle peut être faite donc, soit par une pharmacie à usage intérieur, soit par une ou plusieurs pharmacies d'officine. Donc, il est nécessaire d'établir une convention entre l'établissement et les pharmacies d'officine pour identifier notamment le pharmacien référent, la définition de ses missions, et puis quand il y a de la PDA, organiser toute cette activité de PDA avec les rôles et responsabilités de chacun, le rythme, la fréquence des renouvellements, les changements, la possibilité de double contrôle au niveau de la pharmacie pour ne pas avoir à le faire dans l'établissement ou autre. Donc, tout ça, ça doit être défini dans la convention établie avec la pharmacie. Donc, après, on continue notre circuit de médicaments. Donc, transport et stockage. Voilà, c'est ça. Donc, notre médicament arrive dans l'établissement. Donc, le transport doit être sécurisé et adapté aux produits. Donc, si on a des produits thermosensibles, avoir un transport qui permette d'adapter à la température de ces produits. Au niveau du stockage, donc les médicaments doivent être stockés dans un local, une armoire sécurisée, fermée à clé ou par digicode, pour avoir un accès limité seulement aux personnes habilitées. Et le rangement doit être organisé pour limiter le risque d'erreur médicamenteuse. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un étiquetage qui identifie les différentes zones, les différents médicaments. On sépare les formes galéniques, on sépare aussi les dosages d'un même médicament, on sépare aussi les médicaments à risque des autres médicaments en bien les identifiant. Les médicaments qui sont
donc, doivent être identifiés pour chaque résident. Donc, quand c'est identifié au nom du résident, c'est nom, prénom, date de naissance, plus ou moins photo. Et cette identification, elle doit être présente jusqu'à la prise par le résident pour être sûr que le bon traitement aille au bon patient. Donc, la dotation pour les besoins urgents, donc là, c'est une réserve de médicaments de première intention. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins de traitement à débuter rapidement, tels que les antibiotiques ou autres. Donc, cette dotation doit être limitée à une liste établie qualitativement et quantitativement. On ne doit pas garder les traitements des patients et les inclure dans cette dotation. Non, c'est vraiment une dotation précise et limitée. Concernant les produits thermosensibles, donc à conserver entre 2 et 8 degrés, donc ils doivent être dans un réfrigérateur dédié aux médicaments et ne pas être dans le même réfrigérateur que l'alimentaire. Et donc la température doit être régulièrement contrôlée et tracée. On doit aussi déterminer une conduite à tenir en cas d'excursion de température. Donc, pour tous les médicaments stockés, il doit y avoir aussi un suivi des périmés qui doit être organisé, réalisé régulièrement, et la réalisation de ce suivi doit être tracée aussi. Et concernant les médicaments stupéfiants, donc ça doit être réalisé, donc le stockage doit être fait dans un endroit séparé, sécurisé, donc un coffre, souvent fermé à clé au digicode, et il doit y avoir un suivi des entrées et des sorties de ces médicaments. Donc au niveau du transport et du stockage, donc ça peut être fait, donc la livraison des médicaments peut être faite par la pharmacie. Ça peut être fait aussi par les professionnels de l'établissement qui vont chercher, par toute personne. Ça peut être aussi pour les résidents autonomes, la famille qui apporte les médicaments à l'établissement. Mais dans ce cas-là, ça doit toujours être bien identifié au nom du résident et stocké et donné à un infirmier à l'arrivée pour que ce soit stocké dans le local de soins. Très bien. On continue ? Oui. Très bien. La préparation des doses administrées, Fanny. Alors, concernant la préparation des doses administrées, donc soit elle est faite par la pharmacie au moment de la dispensation des traitements, sinon elle va être réalisée par l'équipe infirmière dans l'établissement, donc toujours à partir de l'original de la prescription la plus récente. Donc cette préparation doit être faite en identifiant le pilulier, avec nom, prénom, date de naissance, plus ou moins la photo de l'usager. On ne déconditionne pas les médicaments pour préserver leur identification jusqu'à la prise et puis aussi pour assurer leur conservation. Donc les solutions et gouttes buvables doivent être préparées au plus près de la prise et tout médicament injectable ou constitué doit être étiqueté au nom du patient pour l'identifier jusqu'à l'administration. Donc cette préparation des doses administrées doit être réalisée dans un endroit calme et dédié. Et le temps de préparation doit être sécurisé. Donc, attention aux interruptions de tâches parce que pour éviter les erreurs médicamenteuses, là, c'est vraiment un moment qui doit être dédié avec pas d'interruption, pas de téléphone. Donc, vraiment dans un endroit séparé et puis mettre en place des actions pour limiter les interruptions de tâches. L'administration du médicament. Alors, l'administration du médicament, donc là, c'est vraiment le rôle propre de l'infirmier. Donc, ça se fait toujours au regard de la prescription médicale ou alors d'un protocole anticipé validé, si ça a été mis en place dans l'établissement. Donc, pareil, on fait attention aux interruptions de tâches pendant cette étape d'administration. Et donc, au moment de l'administration, c'est vraiment la règle des 5 B qu'on va regarder. Donc, c'est le contrôle, concordance, patient, médicament, dosage, moment de prise, voie de l'administration. Donc, particularité pour les patients qui ont des troubles de la déglutition. Donc, si jamais il y a besoin d'écraser des comprimés ou d'ouvrir des gélules, donc toujours vérifier si c'est possible d'un point de vue compatibilité du médicament, parce qu'en fait, il y a des médicaments qui perdent leur efficacité si on les écrase. Donc, c'est pas tout le temps possible. Donc, il y a des outils qui existent là-dessus.
Et puis aussi faire attention aux pratiques, notamment l'hygiène quand on écrase, donc pas tout écraser en même temps, avoir des systèmes propres pour pouvoir réaliser cette activité. Quand l'administration a lieu, donc, il y a toujours la traçabilité de la prise ou non des médicaments dans le dossier du résident. Donc, ça fait partie entièrement de l'étape d'administration. Donc, on trace la prise ou l'absence de prise du médicament et si ça n'a pas été donné, pourquoi ça n'a pas été, si c'est un refus du patient, si c'est pour raison médicale, pour autre. Mais en tout cas, toujours bien préciser le motif de la non-prise du médicament. Et cette traçabilité doit se faire toujours au plus proche de la prise. Donc, c'est vraiment à chaque moment et pas pour la journée entière. Au niveau de l'administration, donc, il y a une possibilité d'aide à la prise pour les médicaments non injectables. Très bien. Donc, voilà, c'est ça. On passe donc à l'aide à la prise. Donc, l'administration en tant que telle, c'est du rôle propre infirmier avec une délégation possible aux aides-soignants, tiers de puériculture, accompagnants et aides médico-psychologiques. Dans le cas des établissements médico-sociaux, donc, il y a possibilité de l'aide à la prise, donc pour toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante suffisamment informée. Donc, quels sont les médicaments qui sont concernés par l'aide à la prise? Donc, ça va être tous les médicaments prescrits et dont le mode de prise compte tenu de la nature de médicament ne présente ni difficulté particulière d'administration, ni apprentissage spécifique. Il ne doit pas y avoir d'opposition du médecin. Donc, en fait, tout médicament hors forme injectable peut rentrer dans l'aide à la prise, sauf si le médecin le mentionne sur l'ordonnance en mettant à administrer par un infirmier. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'aide à la prise possible. Et il faut que le médicament ait été préalablement préparé par le personnel infirmier ou par un pharmacien. Donc, cette aide à la prise, donc, ça va être pour les personnes dont l'autonomie n'est pas suffisante pour prendre seuls les médicaments. Donc, comme je vous disais, donc, ça peut être, donc, on va privilégier cette aide à la prise donc, par les personnes où il y a une délégation de tâches possibles donc, par l'infirmier, donc aide-soignant, tiers de puériculture, accompagnant médico-psychologique. Donc, ça va être les professionnels on va dire prioritaires pour l'aide à la prise. Mais après, sinon, quand il n'y a pas ces professionnels, ça peut être toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante. Et donc, c'est toujours en collaboration avec l'IDE. Et donc, il y a une nécessité, donc, pour bien cadrer cette aide à la prise, de formaliser le degré de participation des professionnels à l'aide à la prise. Donc, formaliser le degré de participation, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent donner, comment, selon quelles modalités, quelles sont les informations qu'ils doivent vérifier au moment où il y a cette aide à la prise, donc notamment la concordance patient pilulier, par exemple. Et puis, donc, il peut y avoir aussi une habilitation des professionnels pour leur expliquer justement les modes d'administration spécifiques, par exemple les colliers ou autres. Donc, il peut y avoir une habilitation des professionnels donc, par forme galénique pour formaliser cette aide à la prise. Merci Fanny. Alors, tu vas pouvoir respirer un petit peu parce que c'est un petit peu rapide. Quel lien avec les attendus de la Haute Autorité de Santé? Donc, nous allons détailler un petit peu cela ensemble. Donc, dans le référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans le manuel, vous avez 3 chapitres. Dans ces 3 chapitres, il y a sur le chapitre 1 un objectif qui nous dit la personne est actrice de ses choix sur son accompagnement, sur sa santé, la stratégie thérapeutique et les soins qui lui sont proposés. Un critère est spécifique sur le fait que la personne accompagnée est associée à la gestion de son traitement médicamenteux pour favoriser sa compréhension, son adhésion et assurer la continuité. Nous reviendrons tout à l'heure ensemble sur ce point-là. Sur le chapitre 3, il y a 5 autres critères, dont un impératif que vous voyez en rouge. Ces critères, ils reprennent donc dans le cadre du chapitre 3 sur l'établissement, la définition d'une stratégie de gestion du risque médicamenteux. Le critère impératif sur les professionnels respecte la sécurisation du médicament.
Ensuite, comment les professionnels vont accompagner les personnes dans la continuité de leur prise en charge médicamenteuse, comment ils alertent en cas de risque lié à cette prise en charge, dont la iatrogénie, et comment ils sont régulièrement sensibilisés et formés à la gestion du risque médicamenteux. Vous avez au sein de votre manuel une page spécifique par objectifs et critères où on vous détaille la nature de l'exigence, si c'est une nature d'un critère standard ou impératif, quel domaine et quel champ d'application, s'il concerne tous les établissements ou que certains, et puis également, vous avez des informations sur les références et les éléments d'évaluation qui seront attendus. Nous allons détailler ça ensemble. Alors, tout d'abord, le premier objectif 1.5 qui concerne la personne a un critère, comme on le disait tout à l'heure, sur la personne est accompagnée et associée à la gestion de son traitement. Vous pouvez, quand vous allez vous analyser cet élément, vous poser certaines questions. Par exemple, est-ce que en cas de traitement médicamenteux, la personne accompagnée elle est associée à la gestion de son traitement? Est-ce que les professionnels organisent des séances d'information au moment de la prise ou sur les effets secondaires? Est-ce que des professionnels sont associés à cette démarche d'information? Pharmacien, préparatrice, infirmière référente. Et est-ce que l'entourage également peut être associé? Fanny, à toi. Alors, donc, sur ce critère, ce qu'on souhaite, c'est informer la personne donc, pour la compréhension de son traitement et pour rechercher donc, son adhésion au traitement. Donc, il y a différents outils qui sont à votre disposition, donc, notamment réalisés par les OMEDIT donc sur les médicaments. Donc, on est 3 régions à vous proposer des fiches d'information sur les anticancéreux par voie orale. Certains patients peuvent avoir dans vos établissements. Donc, il y a aussi des fiches patients qui sont faites sur les traitements par benzodiazépine, par les traitements par anticoagulants, pour les antihypertenseurs. Donc, il y a des fiches spécifiques pour chaque catégorie qui existe sur les sites des OMEDIT Bretagne et Normandie. Et enfin, donc, il y a l'OMEDIT Île-de-France qui propose un outil hommage, optimisation des médicaments chez les sujets âgés. Donc, c'est une technique d'entretien pour justement impliquer le patient dans son traitement et dans son adhésion, dans son ressenti face aux médicaments. Et donc, il y a des formations qui sont organisées pour utiliser cet outil-là dans vos établissements. Merci, Fanny. Donc, au regard de cet élément, lors de l'évaluation que vous allez avoir au sein de vos établissements, l'intervenant évaluateur, lui, il va rencontrer la personne accompagnée pour savoir comment elle est associée à cette gestion de son traitement médicamenteux. Donc, il sera recherché, bien sûr, qu'elle ait eu des explications claires, qu'elle les ait comprises, et bien sûr qu'elle soit partie prenante et qu'elle adhère à son traitement. Pour cela, pour chaque chapitre du manuel, vous savez qu'il y a une méthode d'évaluation. Donc, dans ce cas-là, pour ce chapitre-là, c'est la méthode de l'accompagné traceur. Donc, la rencontre du patient ou de la personne accompagnée et ensuite l'entretien avec les professionnels. On ne va pas détailler chaque méthode. Nous avons déjà réalisé un MQMS sur les méthodes d'évaluation que vous pouvez retrouver en replay sur le site de Calirel. Nous passons au chapitre 3 et aux critères sur la définition de la stratégie de gestion du risque médicamenteux. Quand vous allez vous interroger sur ce critère, les questions que vous pouvez vous poser, alors il y en a tout un tas, je vais vous en lire quelques-unes. L'établissement a défini une stratégie du risque médicamenteux et qui a été associé, quel professionnel, en interne, en externe, le médic, le pharmacien d'officine. Quelles sont les responsabilités et comment elles sont définies? Comment votre circuit du médicament a été formalisé avec des règles de sécurisation? Est-ce qu'elles sont connues? Quelles sont ces étapes au quotidien de ce circuit du médicament? Comment vous avez créé des supports de communication? Quels sont ceux que vous utilisez? Est-ce qu'en cas d'événement indésirable, les professionnels sont associés à l'analyse? Est-ce qu'il y a une stratégie de mise à jour sur les évaluations, suite aux évaluations?
Et bien sûr, est-ce que vos professionnels sont sensibilisés à déclarer les événements indésirables et à participer aux analyses? Fanny. Donc, pour ce critère-là, donc, il y a la nécessité d'inclure en fait dans le projet d'établissement cette thématique de gestion du risque médicamenteux, donc avec l'identification à minima d'un référent médicament dans l'établissement, la mise à jour de la politique de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse par an avec le suivi d'un plan d'action, un plan de formation des professionnels autour du circuit du médicament et des risques associés, la mise à jour d'une procédure générale et de protocoles sur l'ensemble du processus de la prise en charge médicamenteuse qui doit être accessible et connu par les équipes médicales et soignantes, et une communication donc, auprès des résidents et des usagers sur ce qui est fait. Donc nous, on incite vraiment sur, oui, sur la formalisation en fait des organisations qui sont mises en place dans les établissements. Donc vraiment avoir une procédure qui décrit le circuit du médicament, donc de la prescription jusqu'à l'administration de l'aide à la prise et la réévaluation du traitement, en définissant bien les rôles de chacun et leurs responsabilités aussi. Donc, nous, au Médit Pays de la Loire, on est en train de travailler sur justement un modèle de procédure type sur le circuit du médicament, donc qui va être disponible dans les semaines à venir pour vous aider si vous n'avez pas encore ce type d'outil pour mettre ça en place dans vos établissements. Le Médit Île-de-France propose une fiche de fonction référent médicaments en établissements médico-sociaux, donc avec les rôles, le rôle du référent médicamenteux. Et puis, il y a différents guides qui ont été faits aussi par le Médit Normandie sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD et en secteur handicap. Donc, ils reprennent, pareil, toutes les étapes du circuit qui peuvent vous aider à formaliser votre circuit de médicaments. Donc, il y a la formalisation du circuit global, mais aussi la formalisation de chaque étape du circuit du médicament. Donc, au niveau de la prescription, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a l'élaboration d'une liste préférentielle de médicaments. Donc, il y a une liste qui est disponible sur le site de l'Omédit Normandie. Et sinon, donc, nous, on a un guide d'aide à l'élaboration d'une liste préférentielle qui avait été fait il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Concernant le lien avec la pharmacie, donc, il y a une nécessité d'avoir une convention entre les officines et les établissements. Donc, pour vous aider, donc, il y a un document qui a été fait par l'ARS Pays de la Loire en collaboration avec l'Omédit et Calirel sur la préparation des doses à administrer et la mise en place du partenariat avec l'officine. Et donc, vous y retrouverez aussi un modèle de convention. Et il y en a aussi un autre modèle qui existe sur le site de l'Omédit Île-de-France, donc qui peuvent vous aider à, si ce n'est pas le cas, à formaliser ou même à reprendre vos conventions pour bien décrire l'objet du partenariat avec l'officine et les responsabilités de chacun dans la sécurisation du circuit du médicament. Pour le stockage, donc on vous incite à avoir différentes procédures sur la gestion des produits thermosensibles, la gestion des médicaments, la gestion des périmés, parce que c'est vrai que souvent, il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément tracées. Donc, avoir une procédure qui décrit ces différents points et qui permettent d'avoir une traçabilité, un suivi de ces médicaments. Pour les dotations pour besoins urgents, donc il y a différents modèles qui existent. Il y a une procédure au niveau du site de l'Omédit Île-de-France et il y a un modèle de dotation type qui peut être pour les EHPAD sur le site de l'Omédit Normandie. Donc, ça peut vous aider à revoir vos dotations, à établir cette liste justement de dotations pour soins urgents. Et sur l'Omédit Normandie, il y a aussi un exemple de chariot de médicaments d'urgence. Donc, c'est pareil, ça peut vous aider à réévaluer votre liste ou à la créer si ce n'est pas fait. Et pour l'administration, l'aide à la prise, on vous incite vraiment à mettre en place, avoir un protocole qui définit les modalités de l'aide à la prise avec les responsabilités de chacun, le rôle de chacun, le périmètre de l'aide à la prise et l'habilitation aussi des professionnels pour bien délimiter cette activité et bien la sécuriser.
Communication sur les règles de sécurisation. Donc, sur les règles de sécurisation, donc, il y a différents outils qui existent. Donc, on a une affiche de sensibilisation sur les erreurs médicamenteuses. Donc, sur les médicaments à risque, les Never Event aussi. Et puis après, pour évaluer les pratiques, donc c'est vrai que vous ne savez peut-être pas forcément où vous en êtes sur votre circuit du médicament. Donc, on a différents outils qui ont été faits dans des groupes régionaux, donc pilotés par l'ARS, donc en lien avec l'OMEDIT, avec l'IREL, donc sur l'évaluation des pratiques. Donc, on en a un sur donc les EHPAD sans PUI. Donc, il y a un processus et un outil d'autodiagnostic. Il y a un outil d'autodiagnostic pour le secteur handicap. Et pour les SIAD, il y a un processus de prise en charge médicamenteuse et un outil autodiagnostic. Donc, ces outils sont disponibles donc, soit sur le site de l'ARS, soit sur le site de l'OMEDIT. Alors, lors de l'évaluation de l'évaluateur, un certain nombre de choses vont être réalisées, entre autres des entretiens avec la gouvernance, pour bien voir comment la définition de la stratégie a été mise en œuvre, comment on communique sur les règles de sécurisation, comment on évalue son circuit du médicament et puis si on a actualisé récemment ou pas sa stratégie. La consultation de documents, eh bien, elle correspond à tout ce que tu as pu nous présenter, Fanny, entre autres le projet d'établissement et puis toutes les procédures et protocoles en lien avec le circuit du médicament, avec les moments clés, tous les éléments de communication sur les règles de sécurisation, les évaluations que vous avez pu mener avec les résultats et bien sûr les plans d'action que vous avez détachés, avec bien sûr la révision, comme on disait, de la stratégie. Pour cela, la méthode utilisée pour le chapitre 3, c'est l'audit système. Donc, dans un premier temps, l'évaluateur regarde l'ensemble des éléments documentaires, puis ensuite, il va rencontrer la gouvernance et dans un deuxième temps, il rencontrera les professionnels de terrain sur cette thématique. Nous arrivons au critère impératif. Vous savez que le critère impératif, c'est un critère sur lequel il y a des exigences plus importantes et qui est un critère prioritaire pour vous. Ce critère impératif, il concerne les professionnels et savoir s'ils respectent la sécurisation du médicament. Alors, comment faire votre état des lieux et comment y réfléchir? Eh bien, est-ce que des formations des professionnels sur la sécurisation du circuit du médicament ont été organisées au sein de votre structure? Est-ce que les règles de sécurisation elles sont connues, vous portez à la connaissance de vos professionnels? Est-ce que vous avez des personnes ressources identifiées au sein de votre établissement sur le circuit du médicament? Est-ce que le matériel que vous utilisez permet de respecter ces règles de sécurisation? Et est-ce que le dossier de la personne accompagnée est adapté aux règles de sécurisation et de traçabilité de chaque étape du parcours? Donc, au niveau des ressources disponibles pour vous accompagner dans ce critère, donc, déjà tout d'abord, c'est la règle D5B. Donc, vraiment, voilà, avoir bien en tête que cette règle tout au long du circuit du médicament, le bon patient avec le bon médicament à bonne dose, au bon moment et selon la bonne voie d'administration. Donc après, il y a différents outils qui sont à votre disposition. Donc un flyer sur sécuriser la prescription médicamenteuse en EHPAD, une fiche sur la préparation des médicaments, bonnes pratiques et hygiène, un outil sur les bonnes pratiques de préparation et d'administration des solutions buvables multidoses, réalisé par l'OMEDIT Centre Val de Loire, un flyer sur la sécurisation de l'administration des médicaments en EHPAD, pour tout ce qui est médicaments écrasables, les gélules qu'on peut ouvrir ou autres. Donc, il y a un document, il y a une liste qui est disponible sur le site de l'OMEDIT Normandie. Donc, cette liste est mise à jour mensuellement. Et donc, ça précise à chaque fois donc, si le médicament peut être écrasé ou si la gélule peut être ouverte. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des alternatives thérapeutiques qui existent, telles que des formes buvables ou d'autres médicaments de la même classe médicamenteuse qui pourraient être utilisés. Et puis aussi, avec quelle substance on peut prendre ces médicaments. Donc, si ça peut être avec le yaourt, avec la compote, des choses comme ça, s'il n'y a pas d'interaction en fait, avec certains produits alimentaires. Et donc, pour l'aide à la prise, donc il y a l'OMEDIT Île-de-France qui vous propose un triptyque sur l'aide à la prise avec une fiche sur un focus réglementaire.
donc qu'est-ce qui est autorisé, non autorisé dans le cadre de l'aide à la prise, une fiche sur les bonnes pratiques d'aide à la prise et une autre sur la surveillance. Et voilà. Et donc, dans le cadre de l'aide à la prise, on a aussi, nous, au Médic Pays de la Loire, un certain nombre de fiches qui sont réalisées pour l'administration des médicaments par voie d'administration, donc voie oculaire, voie cutanée, voie nasale et compagnie. Donc, ils peuvent servir en fait de base pour la formation des personnes qui participent à l'aide à la prise et aussi pour leur formation et éventuellement leur habilitation. On peut s'appuyer sur ces fiches-là. Merci Fanny. Donc bien entendu, ce critère impératif a bien sûr été évalué également avec toujours la même chose, une consultation documentaire, des entretiens avec la gouvernance et ensuite des entretiens avec les professionnels pour voir s'ils connaissent bien sûr les règles de sécurisation du circuit des médicaments et puis regarder s'ils les respectent. Voilà. On regardera s'ils sont respectés également dans le cadre des observations de terrain. Par exemple, sur les conditions de transport des médicaments, ou sur le stockage, sur les piluliers, s'ils sont identifiés, sur les ordonnances, sur la sécurisation de médicaments à risque aussi. Oui, par rapport à ces observations de terrain, c'est vrai que nous, quand on va voir sur place, c'est ce qu'on va regarder, c'est le stockage des médicaments, si c'est bien sécurisé, si c'est bien identifié, si c'est bien séparé pour limiter les risques, si les armoires sont bien fermées quand on vient, la pièce, si elle est bien fermée et que la clé n'est pas juste cachée dans un pot. Voilà, bon, tout ça, c'est pour limiter la prise de médicaments par des personnes non habilitées. Et puis après, il y a surtout l'identification du patient sur tous les cupules, tout ce qui va être utilisé pour mettre les médicaments, les piluliers. Donc, identification du patient et sur le contenu, pas sur les bouchons des stylos insuline, pas d'identification sur les couvercles des cupules parce que ça se perd, ça s'échange. C'est vraiment sur le contenant qu'on identifie avec le nom, prénom, date de naissance et éventuellement photo si c'est plus facile, notamment pour les patients et les troubles cognitifs. Merci Fanny. Alors, les professionnels accompagnent les personnes dans la continuité de la prise en charge médicamenteuse. Donc, on s'interrogera là sur les professionnels. Est-ce qu'ils identifient les situations où il y a des ruptures de prise en charge médicamenteuse? Est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce qu'on a des actions de prévention pour éviter ces ruptures et comment on évite les fameuses interruptions de tâches dont on parlait tout à l'heure, qui sont des moments qui peuvent apporter des risques supplémentaires dans des moments importants du circuit du médicament. Donc, sur les interruptions de tâches, donc on avait collaboré donc ensemble sur une bande dessinée Histoire de patient, donc le tome numéro 2 en parlant d'interruption de tâches. Donc, c'était un bon outil de sensibilisation des équipes sur les risques liés à l'interruption de tâches et pour aussi s'appuyer pour mettre en place des éléments, des actions pour limiter les interruptions de tâches et notamment sur les phases à risque liées au circuit du médicament, donc préparation et distribution, administration des médicaments, où là, il faut vraiment que ce soit fait sans interruption de tâches. Et donc, pour la continuité de la prise en charge médicamenteuse, elle est assurée par tout ce qui va permettre de sécuriser en fait le circuit du médicament. Donc, c'est que la prescription elle doit être valide, qu'il y ait toujours une prescription en cours, donc qu'il y ait un renouvellement qui se fasse régulièrement pour que la prescription soit en cours, que le circuit soit bien organisé avec la pharmacie pour dès qu'il y a un nouveau traitement, il puisse être dispensé dans les temps pour que le patient puisse avoir son traitement. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut bien définir dans le circuit du médicament pour limiter les pertes de continuité de la prise en charge médicamenteuse. Très bien, merci Fanny. Donc, l'évaluation de ce critère se fera également avec la même méthode pour le chapitre 3, avec des entretiens, des consultations documentaires. Le critère suivant concerne les professionnels. Les professionnels alertent en cas de risque lié à la prise en charge médicamenteuse, dont la iatrogénie.
Donc, les questions à se poser. Est-ce que l'établissement a défini une conduite à tenir en cas de non-observance ou de iatrogénie médicamenteuse? Est-ce qu'on connaît en tant que professionnel la conduite à tenir? Est-ce que les informations, elles sont tracées dans le dossier du patient, de la personne accompagnée? Et puis, si on a un événement indésirable, eh bien, est-ce que les professionnels qui sont concernés par l'événement sont associés à leur analyse? Et est-ce qu'ils connaissent eux-mêmes la procédure pour déclarer un événement indésirable associé aux soins? On pourrait aussi se poser la question de savoir si les personnes extérieures sont sollicitées dans ce cas précis. Donc déjà, dans vos établissements, donc sur cette thématique, sur la iatrogénie, les risques liés à la prise en charge médicamenteuse, donc déjà avoir des conduites à tenir qui sont définies dans l'établissement et sensibiliser les professionnels sur l'alerte dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas normal chez un résident après la prise d'un médicament. Signaler. Savoir signaler, remonter. Donc à l'IDE, au médecin, tout événement anormal, porteur de risque, aussi toutes les erreurs médicamenteuses, toutes les erreurs, les presque erreurs aussi, savoir les déclarer pour pouvoir sécuriser le circuit par derrière. Et sur la iatrogénie, donc il y a aussi des spécificités donc, chez la personne âgée de prise en charge médicamenteuse. Donc il y a des listes de médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé donc, qui existent. Donc il y a notamment la liste Stop and Start, la liste de la Roche. Donc c'est des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rédiger justement la liste préférentielle de médicaments pour favoriser certains médicaments par rapport à d'autres dans le livret thérapeutique. Il y a le guide du bon usage du médicament en gériatrie, donc qui a été proposé par le Médic Grand Est. Et puis donc sur les erreurs médicamenteuses, donc toujours sur nos bandes dessinées Histoire de patients, donc il y a le tome numéro 5 qui aborde la question de partager vos erreurs. Conseil de lire. Voilà, c'est ça. Donc les évaluations dans le cadre de ces critères seront également les mêmes suite à des entretiens avec des personnes et la consultation documentaire en amont, des consultations documentaires sur le système d'alerte, sur les risques potentiels, sur la conduite d'alerte et d'alerte dans le cas de non-observance ou de iatrogénie, avec des fiches de signalement, des numéros d'urgence, entre autres, qui peuvent être attendus. Alors, dernier critère, il y a beaucoup de critères pour la gestion du risque médicamenteux. Il concerne la formation et la sensibilisation des professionnels pour prévenir ce risque. Est-ce que dans votre établissement ou dans votre service, régulièrement, on vous sensibilise, on vous forme justement à la prévention de ce risque? Et est-ce que le patient, l'usager, est associé et partenaire à cette gestion de prévention du risque? Donc, en effet, c'est nécessaire de sensibiliser, former régulièrement les professionnels à la prévention et à la gestion du risque médicamenteux pour qu'ils soient plus… Et les nouveaux arrivants Et les nouveaux arrivants, formation régulière et puis sensibilisation aussi, parce que on laisse un peu de côté, donc c'est important de répéter sur ce sujet pour vraiment sécuriser derrière le circuit du médicament. Et puis, c'est aussi des formations pour habiliter, notamment pour l'aide à la prise et compagnie. C'est vrai que quand il n'y a pas de compétences médicales, c'est important aussi que les gens soient formés donc par les IDE, notamment par les pharmaciens, pour sécuriser en fait ces pratiques. Donc, différents outils disponibles sur la prévention et la gestion du risque médicamenteux, donc des outils, on va dire, ludiques, un peu plus ludiques, donc des escape games. Donc, nous, on en a fait un sur les Never Event, sur les médicaments à risque, qui peut être adapté aux établissements médico-sociaux. Donc, Cairel avec le GCSI Santé, on propose aussi un escape game sur l'identito-vigilance. Donc, qui est vraiment une erreur qu'on retrouve fréquemment sur le circuit, sur le risque sur le médicament.
Il y a différents e-learning aussi qui existent. Donc, la sensibilisation au risque liée au circuit du médicament, donc en secteur handicap, donc, qui est disponible sur notre site internet. Et un e-learning sur comment prévenir les erreurs médicamenteuses, donc réalisé par l'Omédite Normandie. Et puis, donc, les Omédites Normandie et Bretagne proposent différentes analyses de scénarios, donc qui peuvent être donc, avec des systèmes de vidéos, donc une vidéo, on va dire, avec toutes les mauvaises pratiques et puis une avec les bonnes pratiques, donc pour corriger, voilà. Donc, ils peuvent être utilisés justement pour sensibiliser. Voilà, ça part de faits réels et donc voilà, ça peut être utile pour sensibiliser les professionnels et Apprenons de nos erreurs. C'est ça, exactement. Voilà. Pour ce dernier critère, eh bien, les évaluateurs rencontreront les professionnels pour savoir s'ils ont reçu régulièrement des sensibilisations. Et puis, il sera consulté tous les documents qui permettent de le démontrer, hein, comme un plan de formation, comme les feuilles d'émargement ou des ressources pédagogiques qui ont été utilisées, peut-être même aussi de l'affichage. Ah, je n'arrive plus à passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, pour avancer, on a des outils, mais on a aussi des recommandations de bonnes pratiques, Fanny. C'est ça. Alors, on va déjà… oui, donc quelques points clés hein, pour vous aider hein, à avancer sur votre circuit du médicament. Donc, un premier point, c'est formaliser votre circuit du médicament. Voilà, rédiger une procédure qui décrit votre circuit du médicament en fonction de vos spécificités de votre établissement et en précisant bien le rôle et les responsabilités de chacun. Donc, qui intervient, quand, comment. Et puis, voilà, protocoliser aussi les différentes activités qui peuvent être réalisées, telles que l'aide à la prise, voilà, pour que ce soit écrit et qu'il y ait des pratiques qui se réfèrent en fait à ce qui est défini au sein de l'établissement. Deuxième point clé, c'est respecter la règle des 5B à toutes les étapes du circuit du médicament. Hein, on ne va pas, voilà, juste… le médicament, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit pris par le patient. Donc, il faut qu'on puisse identifier que ce soit bien pour la bonne personne jusqu'au bout. Donc, c'est important de pouvoir respecter cette règle jusqu'à la prise pour qu'on soit sûr que les règles des 5B soient bien respectées au moment former et sensibiliser les professionnels, notamment sur l'aide à la prise, parce qu'en fonction des établissements, voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas forcément les ressources nécessaires en IDE, en aide-soignant. Donc, voilà, former les professionnels, les habiliter pour sécuriser au maximum cette étape. Sensibiliser aux erreurs médicamenteuses aussi et à leur déclaration, parce que c'est via la déclaration des erreurs médicamenteuses et des presque erreurs aussi qu'on va pouvoir sécuriser le circuit. Et ce n'est pas en rattrapant tout le temps qu'on va avancer. Au contraire, faut dire quand ça ne va pas pour pouvoir améliorer. Et puis, quand il y a eu des événements indésirables associés aux soins liés aux erreurs médicamenteuses, les analyser en équipe pluridisciplinaire pour que ce soit porteur et que derrière, on puisse mener à des améliorations du circuit du médicament. Et puis aussi, évaluer régulièrement votre circuit du médicament. Donc, il y a des outils qui existent, d'autodiagnostic. Voilà, je vous ai mis les notes, il y a d'autres grilles qui existent, mais voilà, faire une évaluation régulière pour vérifier que voilà, c'est bien fait et aller voir aussi sur le terrain parce que parfois, voilà, on se dit, oui, on fait le suivi des périmés. Et puis, nous, quand on va voir, ça n'a pas été fait depuis 6 mois, 1 an, mais voilà, ça n'a pas été tracé ou ça n'a pas été… Donc, c'est important d'évaluer et d'aller vérifier si ce qui est défini aussi dans votre circuit du médicament, il est bien réalisé en pratique dans l'établissement. Donc, au niveau des outils ressources, donc là, j'ai mis à disposition un certain nombre d'outils. Donc, il y a nos boîtes à outils sur notre site internet, donc sur le site internet de l'Omédite Pays de la Loire. Donc, il y a une boîte à outils sécurisation du circuit des produits de santé, avec dedans une thématique EHPAD, une thématique handicap, et puis on va rajouter la thématique SIAD. Donc, vous retrouverez déjà les outils d'autodiagnostic réalisés en région. Et donc là, je vais l'alimenter dans les jours à venir avec tous les autres outils qui vous ont été présentés, qui sont disponibles sur notre site internet, mais à d'autres endroits. Donc, ça va être remis dans cette boîte à outils pour avoir centralisé, avoir une seule source et pour que vous puissiez retrouver facilement tous les outils.
Et puis oui aussi, voilà, suite à ce diaporama, j'aurais rajouté aussi les liens vers les différents outils des autres Médit pour que ce soit plus facile pour vous pour les retrouver. Merci Fanny. Oui. Alors, n'oublions pas, il y a des ressources en interne à Calirel. Oui, alors merci Fanny, tout d'abord de cette présentation. Alors, vous l'aurez tous remarqué, hein, le sujet de la sécurisation du circuit du médicament, c'est un sujet à fort enjeu en matière de sécurisation des pratiques. Il y a des attendus à la fois en matière de barrières et puis de réglementation qui peuvent être complexes à aborder, notamment en structure médico-sociale. Il y a eu beaucoup de questions sur le chat qui sont vraiment à la fois des questions très spécifiques, notamment sur l'aide à la prise. Donc, il y aura bien des réponses qui seront apportées à chacune des questions ou des questions spécifiques à des secteurs d'activité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à les poser, vos questions sur le chat. Là, on arrive à la fin du webinaire, donc on n'aura pas le temps d'y répondre, mais chaque question aura une réponse. Et cette thématique de la sécurisation du circuit du médicament, un élément important qu'on partage avec l'Omédit Pays de la Loire, c'est qu'il est vraiment important de ne pas la dissocier de votre démarche qualité et gestion des risques au niveau de l'établissement. C'est un tout, et parce que notamment en structure médico-sociale, le sujet du circuit du médicament ne touche pas que la partie médico-soignante, mais touche aussi les autres professionnels qui, à un moment donné, vont intervenir dans le circuit du médicament. C'est vraiment important que les enjeux puissent être partagés par tous, et ça passe par une démarche qualité structurée. Donc, on vous invite aussi à regarder les autres ressources qui sont à votre disposition par l'intermédiaire de Calirel Santé. Donc, vous avez tous les précédents minutes qualité médico-sociale qui portent sur ces thématiques-là, notamment la thématique sur la démarche qualité gestion des risques. Oui. Et puis, on vous rappelle qu'il y a déjà plein de ressources disponibles qui sont téléchargeables sur le site internet de Calirel Santé, avec des pages dédiées, à la fois sur ces minutes qualité médico-sociale, mais aussi toutes les ressources autour de l'appropriation du référentiel pour le secteur médico-social, et puis tous les outils dont un certain nombre qui ont été cités aujourd'hui, mais qu'aussi dans l'émission de Calirel Santé, on est aussi en appui régulièrement en partenariat avec l'Omédit sur votre appui sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins et quelquefois, malheureusement, les événements indésirables graves associés aux soins. Donc, on accompagne les établissements et les équipes à analyser leurs pratiques et on met à disposition un certain nombre de ressources qui sont issus de retours d'expérience issus d'établissements. Donc, on a des fiches retours d'expérience sur des événements indésirables, médicamenteux. Il y a d'autres thématiques, mais aussi médicamenteux, avec des fiches thématiques, des fiches repères qu'on a pu co-rédiger avec l'Omédit Pays de la Loire. Et puis, on propose des ateliers aussi. Je voyais sur le chat, il y avait des questions sur l'analyse de ces événements-là. On a des ateliers thématiques qui permettent d'aborder l'analyse des événements indésirables et dans un contexte spécifique des structures médico-sociales, que vous soyez en EHPAD, en structure handicap ou en service de soins infirmiers à domicile. Donc, vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez. Ce minute qualité médico-sociale, c'est le premier sous ce format-là pour l'année 2023, mais il y en a déjà eu des précédents de réalisés. Et vous pouvez retrouver sur toutes les autres thématiques en lien avec la qualité des soins et la sécurité des patients et des personnes accompagnées, notre programme de travail qui a été publié sur le site internet et que vous pouvez télécharger. Dans tous les cas, on est à votre disposition aux côtés de l'Omédit. Enfin, il y a beaucoup de questions qui vont être auprès de l'Omédit. Ce webinaire, il est enregistré. Il fera l'objet d'un replay. Le support de présentation vous est aussi mis à disposition parce que c'est aussi un des moyens de pouvoir pour vous communiquer auprès des équipes. Et puis, tous les liens, toutes les ressources qui ont pu être évoquées au cours du webinaire seront bien entendu aussi, on vous facilitera les choses en vous mettant les liens à disposition. Donc, on arrive à la fin de notre minute qualité médico-sociale sur la gestion du risque médicamenteux. On se retrouve le mois prochain, le vendredi 17 mars, sur une autre thématique, sur la nutrition,
en partenariat avec la SRAE Nutrition de la région Pays de la Loire. Un grand merci à tous. On laisse encore le chat ouvert pour vous permettre de laisser vos questions. Et puis, chacun de vous, individuellement, recevra le replay, les supports, etc. Merci à tous. Un grand merci à l'Omédit de Pays de la Loire et à toi, Fanny. De rien, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.